Allô, allô. Ah, c'est bien, on voit le retour du live, on voit le retour de la vidéo. C'est ce qui est projeté sur l'écran. On voit à quel moment il faut qu'on se tienne bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va lancer le pôle territorial ADN Ouest Côte d'Armor. Donc, je suis Caroline Argouache, je suis chargée de mission filière numérique au sein de l'association ADN Ouest et je travaille plus particulièrement sur les départements du Finistère et des Côtes d'Armor. Donc, je tiens à remercier tout d'abord le centre AFPA de Langueux, qui est représenté par Yveline ici, pour l'accueil de ce plateau télé. Et on va avoir une jolie table ronde autour de la transformation digitale ce soir. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Franz Jarry et Safia Dziri pour introduire l'association ADN Ouest. Safia ? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'attends un tout petit peu d'image, voilà. Normalement, je dois être sur votre écran. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Je suis la présidente de l'association Agir pour le développement numérique de l'Ouest. Et donc, j'ai la lourde tâche d'introduire cette séquence et de vous expliquer un petit peu ce qu'est notre association. Alors, ADN Ouest, c'est une structure qui fédère 100 entreprises sur la filière du numérique sur 2 régions. Le réseau ADN Ouest, c'est 3200 membres, donc sur les Pays de la Loire et sur la Bretagne. Et si je devais résumer ADN Ouest en quelques mots, eh bien, ça serait 3 mots, des événements, des programmes et des valeurs. Alors, sur les événements, on organise pour nos adhérents une centaine d'événements par an. Alors, cette année était un peu particulière. Comme on le fait ce soir, on a développé beaucoup de choses en distanciel, mais ADN Ouest, c'est aussi de la convivialité et j'espère que prochainement, on pourra reprendre des événements sur site. Les événements qu'on propose sont conçus, réalisés et faits par des communautés d'adhérents autour de thématiques très, très variées. La cybersécurité, le data, le digital, la santé, le numérique responsable. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent et c'est en fonction de l'envie de chacun et des adhérents qui veulent bien bénévolement s'occuper d'organiser ces événements. Donc, ce sont des événements pour les adhérents, faits par les adhérents. Alors, le deuxième mot que je vous ai dit, c'est programme.
Donc, on a tout un tas de programmes dans différents secteurs. Je vais vous en citer quelques-uns, mais pas tous, notamment un observatoire sur l'emploi et les compétences qui s'est enrichi d'un volet économique cette année et qui va s'enrichir aussi dans les mois qui viennent, d'autres thématiques. L'objectif pour cet outil de veille, c'est de mesurer et de comprendre et d'anticiper les enjeux de la filière. C'est un outil qui est très prisé par nos institutionnels et collectivités locales. On a aussi dans nos programmes un fonds de solidarité qui s'adresse à des porteurs de projets d'intérêt général qui utilisent le numérique afin d'avoir un impact positif, si possible, sur le territoire, mais qui vise surtout à favoriser l'inclusion, l'émancipation des personnes. Petit coup de pub, en ce moment, on a un appel à projet qui va durer jusqu'au 1er juin et une sélection de projets qui se fera le 22 juin prochain. Et j'espère que les Côtes-d'Armor seront représentées dans cet appel à projet pour le Fonds de solidarité. Vous trouverez toutes les infos sur le site. Un troisième programme emblématique de notre association, c'est un accélérateur, un ADN Booster, qui veut favoriser surtout le développement économique et l'emploi en accélérant des jeunes entreprises, des jeunes talents et des projets innovants de notre filière. Alors, tous ces sujets-là, on les fait avec des valeurs auxquelles on tient énormément et que j'espère porter au quotidien avec l'association. C'est l'humanisme et la convivialité. Donc, c'est vraiment deux piliers très, très forts pour nous, puisque toutes nos actions, ce sont des engagements pour un monde meilleur, un monde plus mixte, un monde plus inclusif, moins impactant pour la planète. Donc, je pense que je vous ai donné un petit panorama très, très rapide de l'association. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la Bretagne et les Côtes-d'Armor. Et donc, je vais passer la parole à Franz pour vous expliquer un petit peu ce qu'on compte faire avec vous pour développer l'activité de l'association sur ce territoire et aller de l'avant avec plein de choses et de nouveautés dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais Franz va vous en dire un petit peu plus. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, juste peut-être pour la partie technique, parce que nous, avec Safia, on s'entend très bien, mais peut-être qu'à distance, a priori, on nous entend un peu moins bien. Donc, je ne sais pas si la régie peut vérifier. Quelques éléments rapidement. Du coup, effectivement, Safia, quelques mots et un petit retour en arrière sur l'histoire, parce que l'année prochaine, en 2022, on va fêter les 30 ans d'ADN Ouest, qui est né effectivement dans les pays de la Loire. Mais l'histoire en Bretagne, c'est il y a quelques années, on est en 2015. Effectivement, il y avait un réseau qui s'appelait Granit, pour ceux qui le connaissent ou qui s'en souviennent, qui existait depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a eu un rapprochement avec ADN Ouest, effectivement, et puis les adhérents ex-Granit ont commencé à constituer ce qu'on appelait ADN Bretagne, alors un peu usurpé, parce que c'était quand même très Rennes, et puis après l'Ille-et-Vilaine. Et puis, il y a quelques années, on a commencé à travailler, notamment avec les CCI, des acteurs locaux, des actions et des événements par les adhérents, pour les adhérents sur le Morbihan. Et puis grâce à tout ça, on a reçu aussi des subventions et le soutien de la région, notamment. Et puis, on a pu embaucher Cyril Marchal, qui est chef de projet, qu'on salue aujourd'hui, qui s'occupe maintenant particulièrement de l'Ille-et-Vilaine et puis du Morbihan. Et puis, grâce aux adhérents, une fois de plus, qui ont donné de leur temps bénévolement pour animer ces territoires, on a pu à nouveau enrichir le dispositif avec l'arrivée de Caroline, qui met une énergie importante avec beaucoup de réussite. Et à nouveau, merci Caroline. Depuis août l'année dernière, tu fais un super boulot. Et puis, le lancement d'ADN Finistère a eu lieu sur la fin d'année dernière. Et puis aujourd'hui, les Côtes-d'Armor. Donc, on est très, très fiers de ce développement, mais une fois de plus, c'est pas du développement pour se développer, pour conquérir des territoires. Non, c'est plutôt pour apporter humblement ce que ADN sait faire. Et ADN, ce qu'on sait faire, c'est animer un territoire par les adhérents, pour les adhérents. Je me répète, mais c'est vraiment ça l'état d'esprit dans les valeurs et dans le cadre que Safia a évoqué. Voilà, je vais essayer de pas faire beaucoup plus long, parce que l'idée, c'est justement, je viens de vous dire que ce sont les adhérents le plus important. Les adhérents, on va leur laisser la parole grâce à l'animation de la table ronde de Caroline.
Et puis juste peut-être, Safia, un petit mot de conclusion de cette introduction. Merci. Oui, je vais pas vous tenir encore en haleine. L'important, c'est le contenu. Je vous souhaite un très bel événement de lancement. Et comme l'a dit Franz, comme quoi hein, ADN et Franz, c'est la même chose. Comme l'a dit Franz, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment une animation locale et territoriale pour la filière locale en Côte d'Armor, en synergie avec l'ensemble des autres territoires. Et donc, j'espère que vous prendrez du plaisir à ce lancement. Vous allez voir et en tout cas découvrir pas mal de choses. Eh bien, j'espère que j'aurai le plaisir de vous croiser dans d'autres événements, soit en présentiel, soit en distanciel. D'ici là, à très bientôt. Merci Safia, merci Franz pour cette introduction. Donc, comme vous l'avez vu, autour de moi, je ne suis pas toute seule. Il y a plusieurs acteurs du numérique qui m'accompagnent pour cette table ronde et je vais les laisser se présenter tous. Donc, on va commencer par Evelyne, si tu veux nous dire quelques mots. Donc, je te laisse prendre un micro et puis te présenter. Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Evelyne Bonnet, je suis la directrice du centre AFPA qui vous accueille aujourd'hui. Et Caroline, tu nous as demandé de venir avec un objet. Ah, c'est tout à l'heure, donc c'est juste pour me présenter. Donc voilà, je suis la directrice de l'AFPA de Langueux qui vous accueille. L'AFPA de Langueux, c'est des formations dans beaucoup de secteurs, dont le numérique. Voilà. Merci Evelyne. Est-ce que Paul peut prendre la suite ? Voilà, donc je suis Paul Collin, je suis le directeur informatique de la société Cosigou, mais la société Cosigou a plusieurs cordes à son arc, on va dire ça comme ça, et donc je suis par extension le directeur informatique de la société Coic, des Cafés Villeray également et d'autres sociétés qui peuvent graviter autour du monde de la distribution de boissons, voilà, sur la Bretagne et aussi dans quelques autres régions où je peux apporter un peu mon aide aussi. Voilà. Merci Paul. On repart de l'autre côté. Yvonig, quelques mots. Bonjour, Yvonig Mahé, je suis un collaborateur de la Coperle, une coopérative agricole et agroalimentaire du Grand Ouest organisée en filière. Et je travaille au sein de la DSI dans un service qui s'appelle Transformation et Organisation. Et ma spécialité, c'est d'accompagner le métier dans les tests métiers. Et sinon, la Coperle, en deux mots, hein, c'est 7200 salariés, c'est 2950 éleveurs adhérents. Il y a plus de 600 métiers dans les salariés. Et voilà, tout autour du cochon. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci. Je passe la parole à Erwan. Bonjour à tous et à toutes. Je passe par là. Donc, je suis Erwan Legorju, je suis le directeur Orange du département, ce qu'on appelle le directeur des relations avec les collectivités locales. Globalement, je suis au service des maires, des comités de communes, des parlementaires pour toutes les questions relatives au réseau Orange. Merci. On passe la parole à Marie. Bonjour. Alors moi je suis Marie Gézéquel, je travaille au sein de l'université de Rennes comme chargée de mission et plus spécifiquement basée sur le territoire de Lannion où il y a deux composantes de l'enseignement supérieur de Rennes, l'IUT et l'ENSAT. Merci Marie. Et pour terminer, à ma droite, Anthony, qui est également le pilote de ce pôle territorial ADN Côte d'Armor. On va éviter de casser les choses sur le plateau. Donc je suis Anthony Pétard, le directeur des systèmes d'information du groupe Ledu, une très belle entreprise familiale spécialisée dans les réseaux aériens, souterrains, dans l'industriel aussi également. J'enseigne également en école supérieure d'informatique pour accompagner nos jeunes et pour justement, on va dire, être moteur dans l'innovation.
Merci Anthony. Donc comme vous avez pu le voir, il y a 6 parcours, 6 profils complètement différents, 6 entreprises différentes. Donc ils ont tous des choses différentes à nous raconter ce soir, mais tous autour du numérique. Donc on va commencer par Evelyne. Evelyne, donc le centre AFPA qui est un centre de formation. Il y a un volet formation dans les métiers du numérique. Les métiers du numérique évoluent en permanence. Et comment justement au niveau du centre AFPA, vous organisez ces formations pour que cela soit toujours en adéquation avec le marché. Donc je crois que tu es venu avec un objet pour nous expliquer un petit peu cette évolution dans les métiers du numérique. Je te laisse la parole. Merci. Donc on a fait léger quand même qu'on a pris une disquette. Voilà. C'est grâce à mes formateurs. Donc effectivement, à l'AFPA, nous sommes un organisme de formation professionnelle. Et c'est vrai qu'on a voulu choisir cette disquette parce que la disquette, c'est un peu le symbole de l'évolution des métiers du numérique. C'est une disquette c'est un objet qui permettait de stocker, à la fois qui est utile pour la filière infrastructure et développement. Ensuite, on a eu la clé USB, maintenant le cloud. Voilà. Donc, un peu cette disquette, c'est un peu l'image de l'AFPA. C'est-à-dire que nos formations, elles ont évolué aussi au fil du temps et elles s'adaptent à l'ensemble des métiers du numérique. Aujourd'hui, on a une palette des métiers dans le numérique qui est représentative de l'évolution des métiers. Donc, on intervient de la sensibilisation. C'est-à-dire on travaille avec des organismes ou des associations comme Estime Numérique, par exemple, pour sensibiliser le public au numérique. Et on va jusqu'à l'expertise métier. Donc en fait, on a un panel assez large. À l'AFPA, donc, on forme depuis la création de l'informatique, en fait, sur, on va dire, avec des publics en reconversion professionnelle et des publics qui viennent ici chercher une reconversion et des publics en alternance. Donc, on est CFA depuis 2020, donc on fait de l'apprentissage. Donc, je vous ai dit, on travaille sur la sensibilisation aux usages du numérique et à l'accompagnement à la digitalisation des entreprises. On a des salariés d'entreprises qui viennent qui viennent en reconversion, qui viennent en perfectionnement pour travailler avec des outils collaboratifs, pour essayer d'accompagner leur entreprise dans la digitalisation nécessaire aujourd'hui et encore plus prégnante depuis la pandémie. Donc on met en place des choses assez classiques comme des ateliers bureautiques, des ateliers de sensibilisation, mais aussi on fait passer aux personnes puisqu'on est organisme de formation, des formations qui sont sanctionnées par des certifications, ça peut être le TOSA, ça peut être le PIX, ça peut être le CLEA numérique, donc l'ensemble de ces certifications. On accompagne aussi, par exemple, on ne va pas faire de publicité sur un grand opérateur, sur des outils collaboratifs. Voilà, on a déployé pour des entreprises donc, cet outil collaboratif et aussi à l'interne AFPA, et c'est à partir du centre AFPA de Langueux, parce qu'on a des experts formateurs qui déploie ça sur l'ensemble de la France. On travaille aussi dans ce volet sensibilisation à la découverte des métiers, je l'ai dit, à des formations un peu plus poussées que la sensibilisation, où on va amener demain les publics, vous êtes des chefs d'entreprise ici, vers ces métiers du numérique parce que les besoins sont de plus en plus prégnants et pour ça il faut les faire découvrir aux personnes. Et puis on travaille aussi avec les personnes là, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, dans des préqualifications. Monsieur disait qu'il était intervenant en formation, mais il y a des personnes qui ont le souhait d'aller en formation mais qui n'ont pas le niveau et donc on les préqualifie pour qu'elles puissent avoir le niveau pour entrer en formation. Ça, c'est le premier aspect qui est un aspect sensibilisation aujourd'hui qui est important, et puis vulgarisation du numérique et accompagnement à la digitalisation. Et puis le deuxième aspect qui est le cœur de notre métier, c'est la formation professionnelle, c'est l'expertise métier, et on intervient sur l'ensemble des deux filières, que ce soit la filière infrastructure, avec des formations de niveau bac, voilà. Donc sur des métiers de helpdesk, voilà. On forme pas mal avec des personnes qui travaillent avec vous, avec la société Orange en particulier. On a formé
On a formé pas mal de personnes qui travaillent dans une société qui travaille avec vous. Et puis, on forme aussi à des niveaux techniciens, hein, des techniciens réseau. Hein, donc là, on est sur du bac+2. Et on va au bac +4, puisqu'on forme des administrateurs d'infrastructures sécurisées, puisque la sécurité informatique, et là c'est pour répondre à votre question, on a introduit depuis des années cet aspect sécurité dans les formations, puisque aujourd'hui l'informatique, le numérique est présent partout, et l'aspect sécurité est très important. Quand je regarde le temps également. Et puis l'autre filière que nous avons également présente sur le centre, c'est la filière développement. Donc là, 2 formations ou 3 formations essentiellement, des formations de bac+2 en développement informatique, hein, donc des développeurs, mais aussi du bac +4, qui va sur concepteur-développeur, donc on est là sur du niveau au-dessus, et sur du chef de projet, designer, utilisateur, interface. Alors ne me demandez pas techniquement, je ne suis pas technicienne, mais voilà, on a un panel assez large de formation pour des jeunes, des moins jeunes, des personnes en reconversion et des alternants. Donc on accompagne des alternants qui sont salariés de diverses entreprises. Alors pour conclure, je voudrais vous dire que si on arrive à suivre l'évolution des métiers, c'est parce que un certain nombre de nos intervenants sont des professionnels qui ont leur entreprise à côté et qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Voilà, donc ils sont toujours en veille sur l'évolution des métiers, l'évolution des demandes de leurs clients. Mais aussi parce que tous nos formateurs pratiquement sont aussi des ingénieurs, ils participent à l'ingénierie de l'élaboration des titres professionnels, titres qui sont inscrits au répertoire national des certifications. Donc de Langueux, historiquement, il y a toujours eu une expertise en numérique et en informatique. Et aujourd'hui, on participe au niveau national à la conception de ces titres. Le nouveau titre concepteur, développeur, concepteur, designer UI, alors User Interface, on m'a dit que c'était ça, qui passe d'un niveau bac+2 à un niveau bac+4, a été conçu en partie ici. Et on travaille aussi sur du réseau, sur du réseau. Donc là, dans la salle, il y a des formateurs informatiques qui sont là et qui sont au contact des entreprises, et pas uniquement costarmoricaines, mais l'ensemble du territoire national pour pouvoir faire évoluer ces titres professionnels qui seront validés au journal officiel et présentés au répertoire national des certifications. Voilà. Merci Evelyne. Donc en effet, des formations diverses qui s'adaptent au marché, à l'économie, à la situation. Donc tu as évoqué la cybersécurité in fine. Là, les nouvelles formations qui sont en cours de travail avec les formateurs ici du Centre AFPA de Langueux qui travaillent sur des projets nationaux. Donc une adaptation en permanence avec le lien et le territoire. Absolument. Merci. Donc ça, on a vu le côté plus formation. Dans les entreprises, on a également plusieurs métiers et il faut faire converger ces métiers avec son système d'information. Donc c'est pas toujours une masse à faire. Et je crois que Evonig, au sein de la Coperle, a une multitude de métiers et également il doit s'amuser à corréler tout ça avec son système d'information. Donc je crois que pour apporter un début de témoignage, je suis venue avec un objet qui l'illustre bien, me semble-t-il. Tout à fait, j'ai choisi le Rubik's Cube. Qui est en bazar actuellement. Oui, tout à fait, c'est un mauvais état, on va essayer de l'améliorer. Et parce que pour symboliser la complexité des projets, des multiples projets et des multiples acteurs. Donc en 2 mots, je vais vous donner un peu les enjeux de la DSI, une DSI classique. Hein. Il s'agit d'accompagner la croissance, les ambitions, les évolutions structurelles et les évolutions organiques. Alors, en général, toutes les DSI font ça. La culture service, c'est mettre au cœur de l'informatique le client et les branches métiers de l'entreprise. C'est pas la DSI seule. J'ai enlevé mon masque pour qu'on me reconnaisse. Et donc, au sein de la DSI, on a le service que je représente. C'est Ludovic Routier, en fait, qui est responsable de ce service, transformation et organisation. Et sa mission, c'est d'organiser une équipe qui va accompagner les métiers dans ces évolutions. C'est une 15aine de personnes. Hein. On va informer, expliquer, réunir, former, soutenir, alerter, encourager les équipes métiers qui participent aux projets les plus conséquents.
les métiers prolifèrent, les métiers sont nombreux, ils sont variés, il y a plus de 600 métiers, je disais tout à l'heure, au sein de la Coperle, et parfois même les acteurs changent pendant les projets. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme objet le Rubik's Cube. Dans ces enjeux, la solution décidée par la DSI Coperle, c'est de refondre le système d'information pour le groupe, une grosse aventure, et de faire converger les processus de gestion. En 2019, il y a un programme qui s'appelle INCO qui a été lancé pour orchestrer la transformation du SI Coperle. C'était pour côté DSI. Maintenant, côté service transformation et organisation, on est une quinzaine de collaborateurs qui avons un poste d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qu'on appelle les AMOA. Et donc ces AMOA accompagnent les métiers dans les différentes étapes du pilotage des projets, aussi bien dans les phases amont, besoins, benchmark, choix des partenaires, etc., que dans les phases projet, études d'opportunité, les spécifications fonctionnelles, le paramétrage, les tests, ou dans les phases de déploiement où il faut former les utilisateurs, faire des guides, imaginer le plan de démarrage. Donc si je reparle du Rubik's Cube, on va dire que les phases sont les métiers et que sur chaque phase, on a des projets. Donc nous, en tant qu'AMOA, on accompagne sur chaque projet. On a quand même des spécialités. Il y en a qui sont spécialisés en gestion de projet, d'autres en gestion des tests métiers, pour ma part. D'autres, c'est sur la conduite du changement, ou bien d'autres sur la rédaction des cahiers des charges. Et donc, je vais donner quelques exemples d'accompagnement, concrètement, comment on accompagne ces métiers. Donc quand je dis les métiers, c'est la comptabilité, les contrôles de gestion, la production dans les usines, etc. Donc des métiers qui ne sont pas numériques, pour le coup. Oui, oui, tout à fait. Numérique. On accompagne les métiers de l'entreprise. On accompagne aussi des fonctions transverses. La comptabilité, je veux dire, c'est une fonction transverse. Donc un exemple, on a organisé un bureau des projets. C'est une équipe de 2 personnes qui vont proposer des types de rituels pour orchestrer les projets. Donc qu'est-ce que c'est qu'un comité de pilotage, un comité de projet, comment animer des réunions d'avancement. Le bureau de projet va proposer aussi des conférences, des TEDC. Je ne sais pas si vous connaissez les TEDx, c'était des Technology, Entertainment and Design, qui sont des conférences, c'est quelqu'un qui parle sur un sujet, donc on appelle ça les TEDC, c'est pour Coperle. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui vient parler d'une expérience. Dernièrement, on a eu quelqu'un qui a parlé de sa manière de gérer les feuilles de temps dans la gestion de projet. Le bureau des projets administre aussi un logiciel de gestion de portefeuille de projet, sur lequel on a tous les projets, tous les indicateurs, les charges, les activités. Ce bureau des projets propose aussi des formations sur les outils de gestion des projets, sur la gestion des risques, la gestion des tâches, etc. Elle anime une communauté d'une dizaine de collaborateurs relais des bureaux des projets. Ce sont des personnes qui sont à l'intérieur des branches et qui animent des méthodologies de gestion de projet en essayant d'être cohérents par rapport aux autres méthodes des branches. Un deuxième accompagnement, c'est comment formaliser un cahier des charges. Tout le monde connaît, mais il faut quand même certaines étapes. Donc, expliquer au métier qu'il faut définir quels sont les acteurs qui vont être impliqués dans le projet, qu'il faut bien récolter les besoins avant d'en faire une liste, les prioriser, les expliciter, les valider. Rédiger en prenant soin de comprendre comment le document sera utilisé ultérieurement. Il ne s'agit pas de faire un cahier des charges pour faire un cahier des charges, sans oublier qu'il va falloir le maintenir, ce cahier des charges, et aussi tout en communiquant avec les autres services qui pourront être impactés par ce projet. L'important, c'est de bien expliquer qu'il faut finir au moins 80% d'une étape avant de passer à la suivante. Donc on va essayer de freiner pour aller plus vite. Et si on compare toujours avec le Rubik's Cube, ce cahier des charges, on va dire que le cahier des charges, ça peut être d'imaginer que cette face doit être unicolore, donc tout en bleu, ou alors que cette face doit être bicolore, ou même multicolore, hein, c'est bien. C'est ça un cahier des charges. Et on va partir sur un autre exemple qui me concerne, c'est comment mettre en œuvre des tests métiers une fois que le logiciel est quasiment terminé. Donc il faut définir une stratégie, donc quelles sont les activités de test, quels sont les objectifs qu'on se donne, quels sont les délais, les ressources, les outils. On va planifier des ateliers, on va aider le métier à faire des scénarios, à en faire un minimum, parce qu'au départ, ils vont vouloir en faire 100, 150. On va leur dire que ce n'est pas possible. On va les aider à rédiger ces scénarios, leur expliquer que pendant les sessions de test, ils vont noter ces résultats, ils vont déclarer des anomalies. Il faut les former aussi à déclarer des anomalies, à suivre leur état d'avancement. Et tout ça pour, au final, proposer un bilan, un procès verbal qui va permettre d'aider à décider si on lance ou pas le projet. On peut leur donner aussi des idées de tests, des tests de performance,
des tests de nos régressions, quand il va y avoir des montées de version. Donc si on symbolise les tests par rapport au Rubik's Cube, ça va être, par exemple, ici, on doit avoir une face avec une diagonale blanche. Donc on va dire c'est OK. Ici, on doit avoir une face entièrement verte, c'est pas bon. Donc c'est une anomalie, voilà, c'est simplement ça fait pas peur, hein, ce sont juste des tests. Et donc, pour conclure, donc, la mission du service, c'est d'accompagner les métiers dans la transformation. On n'a pas pour ambition de remplacer le métier, de faire à la place d'eux. On veut juste aider le métier à réaliser toutes ces phases projet pour faciliter la conduite du changement. Donc, je vais vous faire passer le Rubik's Cube, si vous voulez bien, entre vous, et peut-être faire une petite combinaison à chaque passage. J'ai jamais été douée pour faire ça, hein, donc je vais pas gérer ton projet ce soir. Si, l'essentiel c'est de participer, donc c'est très bien. Et donc cette transformation numérique nécessite essentiellement de la communication entre tous les acteurs du projet. C'est pour ça que je fais passer le Rubik's Cube. Et donc tous les acteurs des projets, donc c'est les équipes métiers, les équipes DSI, la direction, les équipes partenaires externes. Donc, Erwan, si tu veux bien passer le Rubik's Cube à la dernière personne. Non. Juste une combinaison, et puis le faire revenir. C'est juste histoire de faire participer tout le monde. Donc, je répète, c'est un travail d'équipe, un travail qui nécessite une communication active et régulière entre les équipes. On va y arriver. On va y arriver. Je sens que tu as la solution avec toi. On va y arriver, mais il faut que tout le monde participe, sinon ça n'a pas marché. Et s'il te plaît. Très bien, merci. Hop, je fais tomber. Hop là. Et donc, pour finir, on a réussi. Merci à tout le monde. Sans vous, j'aurais pas réussi. Il n'y a pas de triche, c'est véridique, quoi. Tout à fait. On coupera au montage. Merci Evonig, en tout cas c'était une belle illustration de, en effet, l'implication des métiers au sein d'une société comme la Coperle qui est conséquente, on a pu le voir. Il y a plusieurs métiers et la nécessité de travailler en collectif pour que derrière la SI puisse fonctionner. Donc on a évoqué un petit peu le volet les métiers de la DSI de par ton intervention. Et puis, je crois qu'Anthony va nous expliquer, va nous donner des pistes comment rendre ma DSI innovante. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Allez, je vais en dire quelques mots. L'innovation, en fait, ça passe par la compréhension déjà de son environnement, de l'écosystème. Et pour ma part, en fait, j'ai choisi un objet qui n'est pas forcément atypique. Tout le monde se souvient ou pas, hein, en fonction de la génération, du fameux tatou, le beeper, avant qu'on ait en fait les téléphones... Je vais pas être insolente. Tu veux dire que tu ne connais pas, Caroline ? Non, c'est ça ? D'accord. Non, mais j'étais à peu près persuadé de ça. Donc, en fait, derrière chaque objet, on a un marché. Sinon, en fait, il n'y aurait pas d'objet. Et il existe des objets d'exception qui là vont rentrer en fait dans d'autres catégories qui vont être plus artistiques. Typiquement, alors, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de ça, mais Idriss Aberkan décrit bien en fait les processus de création. Si on avait dû faire un business plan et s'assurer que la Tour Eiffel était rentable, je pense qu'en fait on l'aurait pas fait. Donc, alors il existe la Tour de Pise, etc. C'est des objets qu'on appelle d'exception parce qu'on va y passer beaucoup de temps et on n'est pas là pour en fait avoir un retour sur investissement. Donc c'est la compréhension de l'écosystème, mais c'est surtout que l'innovation en fait ça passe par un certain nombre de phases. Et les Américains ont essayé, comment dirais-je, de décrire ces différentes phases, notamment au travers de ce qu'on appelle le design thinking. Le design thinking, c'est comprendre en fait les différentes distances qu'on va avoir avec les différentes dimensions en fait. On va avoir le physical distance, c'est ce qui nous sépare en fait de nous et de l'objet. On va avoir l'économic distance, c'est-à-dire est-ce que l'objet que l'on crée en fait, va être au bon prix ou au prix raisonnable.
Et là, aujourd'hui, on va dire avec la culture que l'on a, matérialiste, on a, comment dirais-je, un recul pour aujourd'hui, on va dire, savoir si un objet a le bon prix ou pas. Bien qu'on ne rentre pas dans la technicité des process. Donc c'est le economic distance. Ensuite, on a le cognitive distance. C'est la troisième dimension. Le cognitive distance, c'est comment on adresse un problème. Qu'est-ce qu'un algorithme, sinon la meilleure façon d'adresser une donnée, en fait, en réalité. Pour un objet, c'est pareil. La quatrième dimension, c'est le behavior distance. Le behavior distance, c'est on monte dans une voiture et est-ce qu'on doit sortir la notice pour trouver en fait les warnings ? Est-ce qu'il est positionné au bon endroit en fait ? Et la cinquième dimension, c'est l'emotional distance. Est-ce que en fait, lorsqu'on a un produit, ça déclenche quelque chose ? Ça déclenche il me faut ce produit. Il faut que je le possède. Et là, on joue sur quelque chose d'un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais on parle de attention engineer. Ce sont des personnes qui vont en fait s'assurer de la dépendance de l'utilisateur par rapport à un produit. Une interface qui est sympa. Ça peut être, comment dirais-je, du Twitter. Ça peut être du Viber, ça peut être du Skype, ça peut être quelle que soit l'application. Et là, on rentre aussi dans les produits très très matérialistes. Pourquoi est-ce que l'iPhone se vend mieux sur une catégorie de personnes ou de population plutôt qu'un autre produit ? Peut-être qu'il déclenche quelque chose. Peut-être que derrière, il y a de la connotation. Donc, et derrière ces phases, eh bien, en fait... on va avoir une certaine difficulté déjà à identifier. Est-ce que ce que l'on crée en fait est un produit ou est-ce que c'est un service que l'on décide d'apporter ? Un service qui va répondre à des besoins. Donc c'est l'essence même en fait du projet. Un projet, c'est un produit ou un service qui répond à des besoins fonctionnels dans des conditions contractuelles de coût et de délai avec une qualité de service attendue. En fait, on retrouve notre trigramme coût-qualité-délai en fait. Donc, et sans trop rentrer dans les différentes phases de complexité, c'est très lié en fait avec le monde universitaire, avec tout ce qu'on apprend en fait, toute la richesse en fait. Et donc c'est comment on va transformer en fait, ce que l'on peut acquérir comme données, on va transformer la donnée en information, l'information en connaissance, et j'ai presque envie de dire on va transformer la connaissance en sagesse, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Mais attention à la culture de l'erreur, c'est-à-dire que, en fonction des sociétés, pareil, c'est pas forcément le débat, mais la connexité en fait du sujet est tellement vaste que ça mérite d'en toucher deux mots. La culture de l'erreur est extrêmement importante, dans le sens où, en fait, la plupart des inventions ont été créées par erreur. Et en fait, on vit dans une société où on va stigmatiser l'erreur. Ça, c'est tout le problème, en fait. Donc, quand on stigmatise l'erreur, en fait, il se passe que on va tuer sa créativité, sa capacité à innover. L'erreur, c'est l'innovation. L'erreur, c'est l'innovation. Et quand on prend, cet inventeur américain, Thomas Edison, qui en fait a comment dirais-je, créé l'ampoule électrique, tout simplement, eh bien en fait, il a échoué plus de 1000 fois avant de créer son ampoule. Donc il a créé des tas de technologies. Et celle-ci est très intéressante parce que quand on lui a demandé, mais en bout de 1000 fois, pas abandonné avant, on pourrait se poser la question, genre on peut s'imaginer 100 fois d'essayer une expérience et de se dire on va arrêter, ça fait 100 fois qu'on essaye. Bien lui a plutôt transformé en fait toutes ces expériences en disant non, j'ai plutôt trouvé 1000 façons de ne pas réussir et de ne pas aboutir, plutôt que de dire j'ai échoué 1000 fois en fait, et de stigmatiser l'erreur. Parce qu'il n'aurait peut-être pas été jusqu'à la 1001e fois qui lui a permis en fait de créer l'ampoule. Et toutes les inventions derrière. Donc c'est très important en fait de comprendre le cheminement entre toute la connaissance qu'on va acquérir et comment on va essayer
d'innover. Alors comment on ramène ça au monde, allez, j'ai presque envie de dire un petit peu réel de l'entreprise? Eh bien, c'est tout simplement en s'entourant de jeunes universitaires, d'étudiants, de pouvoir les solliciter sur des projets innovants, mais aussi, comment dirais-je, de les aider à ne pas stigmatiser l'erreur. Ok, il y a un échec, pas grave, on recommence. Le gros avantage, c'est que quand on a des jeunes à nos côtés, des étudiants, quel que soit le cycle, en fait, on peut les amener sur n'importe quel type de projet. Alors, on peut être axé sur le développement, sur les réseaux, sur les systèmes. On peut être axé sur comment dirais-je, voilà, des thématiques qui vont être à la fois d'utilité pour l'entreprise, c'est quand même le but, mais également de pouvoir, on va dire, peut-être aboutir sur quelque chose où il n'y avait pas forcément en fait matière A. Et ça va permettre de déboucher encore sur autre chose. On va surtout faire le lien entre la théorie et la pratique. Et ça, en réalité, on peut penser que c'est facile à faire, mais absolument pas. Parce que les programmes en fait, universitaires sont extrêmement riches. On apprend énormément de choses. Et se dire, OK, maintenant, il est temps de produire. Il est temps en fait, de travailler. Il est temps en fait, de concrétiser un projet d'entreprise. Bien, c'est pas forcément si trivial que ça, en fait. Comme on l'a décrit, et notre collègue tout à l'heure l'a très bien dit, tous les processus qu'on peut joindre, hein, on retrouve la démarche un peu du PMI avec le PMBOK, Project Management Body of Knowledge, hein, où avec on a les différentes phases, hein, avec la gestion des coûts, des délais, de la qualité, le scope, les facteurs PESTEL, politique, économique, social, technologique, écologique, légal, etc. etc. La gestion du risque, la gestion de la communication, la gestion des parties prenantes, intégrer toutes ces phases qui en fait représentent des modules et des heures de formation, eh bien en fait quand on veut les mettre en pratique, c'est pas forcément évident. Et l'une des clés en fait, ça va être justement de pouvoir en fait lever un petit peu ce plafond de verre qu'on a sur les idées reçues et de pas, on va dire, j'ai presque envie de dire, chercher à tout prix le résultat au sens productivité. Alors, après, on pourrait dire, oui, mais on n'est pas forcément en entreprise des laboratoires de recherche, on n'a peut-être pas forcément les fonds de s'amuser. En réalité, c'est toute la clé. En fait, il faut que, pour pouvoir innover, en fait, il y a une équation qui est toute simple. Cette équation, c'est le temps multiplié par de l'attention. Et comme toute équation, en fait, si on rajoute une variable d'ajustement, eh bien, en fait, si cette variable atteint le 0, c'est-à-dire si votre seuil d'attention, en fait, est de 0, eh bien, en fait, vous innovez pas, en fait. Il vous faut du temps, de l'attention, et pour les objets d'exception, j'ai presque envie de rajouter de l'amour. Hein, pour pouvoir être, on va dire, dans l'exception, il faut être dans la passion, en fait. C'est comme ça que les objets d'exception. Les objets d'exception se créent par des gens qui sont acharnés, qui sont passionnés. Et quand on leur demande, en fait, s'ils veulent faire un break ou s'ils veulent prendre des vacances, ils expliquent qu'ils sont déjà en vacances. Parce que, en fait, ce qu'ils font, ils le font par passion, en fait. C'est là qu'on va déclencher, en fait, l'exceptionnel, j'ai envie de dire. Alors, j'ai balayé beaucoup de sujets. Et juste pour terminer sur ce point, c'est pas forcément aussi trivial. Hein. Quand on parle d'innovation, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire en entreprise, où on souhaite aller. Et le meilleur moyen pour un DSI ou un responsable de service, c'est de drafter en fait les grandes lignes de ce que l'on souhaite faire. Et de pouvoir corréler en fait les métiers, les besoins des métiers, avec en fait ce que nos jeunes recrues et nous-mêmes sommes capables d'embarquer. Parce que si on est sur un projet qui ne nous intéresse pas, en fait, on vient de rejoindre l'équation que j'expliquais en fait tout à l'heure, qui est qu'en fait si on est proche du zéro, en fait, on n'innovera rien du tout et on n'avancera pas en fait. Voilà, je vais juste m'arrêter sur. Donc de la jeunesse dans la DSI. Et de la passion dans son métier. Exactement. C'est vraiment les clés.
Eh ben, c'est un beau message. Merci Anthony. Donc on a vu quelques clés, quelques pistes, en tout cas pour être innovant. Donc on va tous demain matin mettre nos réveils et on va aller au boulot avec ces idées-là en tête. On verra si on a la bonne équation ou pas. On va maintenant parler d'une société qu'on connaît tous, qui s'appelle Orange, qu'on connaît pour ses sujets télécoms bien sûr, mais qu'on connaît aussi avec les sujets d'actualité comme la 5G. Erwan a fait le choix aujourd'hui de nous parler de toute autre chose qu'on connaît moins, c'est-à-dire les engagements RSE d'Orange. Donc je te laisse la parole, Erwan, pour nous évoquer ce sujet-là. Merci Caroline. Ce sera un peu moins philosophique, hein, du coup, ça va être un peu plus ancré dans le territoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis le DRCL, donc ça s'appelle le directeur des relations avec les collectivités locales. Donc, à ce titre, je suis attentif à tout ce qui se passe autour d'un territoire. Aujourd'hui, la transformation digitale est quand même un enjeu très très important, et notamment l'enjeu de la transformation numérique des métiers, mais aussi des composants qui sont utilisés au jour le jour. Il faut vraiment avoir cet enjeu-là ancré au corps. Et aujourd'hui, Orange, c'est un des piliers majeurs. Ça a été inscrit dans notre ADN, sans faire de jeu de mots, qui est les gros programmes d'Orange, de Langage 2025. Et dans Engage 2025, il y a cette transformation digitale pour mettre vraiment l'engagement de développement durable au cœur du développement de la société. Alors, je voulais revenir du coup sur deux exemples. Je tire un peu sur le micro parce que j'ai peur que je embarque tout. Avancer la chaise, ça va être plus facile. Donc, je voulais mettre l'accent sur deux axes importants, je veux dire prioritaires. Donc, le premier axe, c'est ce qu'on entend par engagement durable. C'est d'abord, pour nous, c'est le côté humain. C'est l'inclusion numérique. Comment est-ce qu'on va embarquer le maximum de personnes avec nous sur ce côté digital? Donc Orange, on a créé la fondation, donc la fondation Orange, qui elle va s'adresser plus à des associations. C'est via des projets collaboratifs où Orange va aider, soit en sponsor financier, mais aussi en mécénat de compétences, des associations qui sont dans cette transformation numérique. Par exemple, puisque je voulais mettre des exemples très, très locaux, le Fab Lab de Rostrenin, qui est dans le sud des Côtes d'Armor, a bénéficié de sponsors financiers de la part de la Fondation. Un autre exemple concret, ce sont les missions locales des Côtes d'Armor. Les missions locales, donc, elles adressent sur le territoire Lannion, Guingamp, Paimpol, hein, et cette structure a comme personnes qui interviennent des salariés d'Orange qui sont en mécénat de compétences. Donc ce sont des salariés qui sont sur leur fin de carrière, leurs 3 ou 5 dernières années, et elles sont mises à disposition d'une association pour les aider dans ces compétences qu'ils recherchent au jour le jour. Et la mission locale, donc, c'est plus axé pour les jeunes. Donc ça les aide à faire des CV, des lettres de motivation, l'utilisation des ordinateurs, des outils web au sens large. Un deuxième volet, quand on veut adresser une collectivité, on le fait aussi. Donc les mairies, si elles ont des besoins de monter en compétences, on les accompagne via des ateliers du numérique. Donc ces ateliers, on les met en place, alors soit directement avec la commune ou la collectivité de commune, voire même avec les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Et pas plus tard que le mois prochain, avec Bourbriac, nous montons tout un ensemble d'ateliers. Là, sont plus destinés à des seniors. Donc ces ateliers sont animés par des salariés volontaires. Ils ne sont pas bénévoles, ils sont volontaires. Ils le font sur leur temps de travail, ils se sont formés et ensuite ils dispensent ces cours. En ce moment, ça se fait en distanciel. Donc ceux qui vont recevoir les cours sont dans une salle et l'animateur, lui, est à distance. C'est un peu comme ça que ça va être mis en place. Donc à Bourbriac à partir du mois prochain.
Le deuxième volet important de notre politique RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise, c'est le développement durable. Donc là, c'est un volet que l'on connaît un petit peu plus, hein, parce que quand on parle de développement durable, on pense tout de suite économie d'énergie. Donc côté Orange, nous avons pris 2 gros engagements. Donc le premier engagement, c'est une réduction de 30% de notre consommation électrique d'ici 2025. C'est pas rien, il faut vraiment se représenter qu'on est en pleine croissance de technologie et on s'est engagé à dépenser 30% de moins d'électricité. Le deuxième volet, c'est qu'on prend 10 ans d'avance sur le net zéro carbone. Donc en 2040, Orange s'engage à être en zéro carbone. Utiliser que de l'énergie verte ou utiliser un grand palier de recyclage. Alors, cela sera possible parce qu'on sait qu'on a engagé aussi une transformation. Donc, la première transformation qui a été engagée, c'est la 5G. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Alors, la 5G, on en parle beaucoup parce que ça va augmenter les débits, ça va augmenter les usages. Ce qu'on parle de moins dans la presse, c'est ce que ça génère pour un opérateur. La 5G, c'est 10 fois moins d'électricité consommée au niveau réseau que la 4G. Au démarrage. Plus on va aller vers de la 5G, moins on va utiliser de la 4G, plus ce ratio-là va augmenter. On pense qu'à terme, on va être 20 fois, 30 fois plus écologiquement responsable en utilisant de la 5G. Qui peut être un petit peu différent du débat que vous entendez par ailleurs. Le deuxième volet, c'est la box. Aujourd'hui, la box, dès la recherche et développement, avec la normalisation, dès la conception, la production, elle est pensée durable. Donc au maximum, on prend des composants à basse consommation d'énergie, des composants recyclés, des matériaux recyclés et recyclables. Et ça, c'est quelques millions de box tous les ans qui sont mises en service, qui sont conçues avec ce système-là. Reprenez, on va dire, 10 ans en arrière, vous vous rappelez la Livebox, le livre avec une esperluette qui clignotait jour et nuit. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus du tout possible. On fait vraiment le minimum de lumière, c'est vraiment des composants qui se mettent en veille si c'est nécessaire. Donc pour tout ça, pour aller vers les engagements que nous avons pris sur le net zéro carbone en 2040. Et la dernière opération qui allie un petit peu les deux, c'est aujourd'hui notre modèle de recyclage des mobiles. Donc Orange accompagne le recyclage des mobiles dès la distribution des cartons, dès la collecte des mobiles et ensuite la transformation de ces mobiles. Tout ça, ce sont des opérations entièrement financées par Orange pour aller vers, on va dire, et éliminer les quelques 100 millions de téléphones qui dorment dans nos armoires. En France, aujourd'hui, on sait ce chiffre-là qui est estimé. Je pense qu'autour de la table, on en a tous un ou deux dans une armoire qui traîne, un vieux téléphone. Au cas où celui-là casse. Au cas où, mais finalement, quand il casse, on en achète un autre. Donc, finalement... Voilà, ça fait plus de 100 millions de téléphones. Et ces 100 millions de téléphones, c'est autant de composants, de terres rares, de plastique que l'on pourrait recycler. Donc Orange a mis en place tout un modèle de recyclage donc, qui vont de cette collecte. Et une fois que ces téléphones sont récupérés, qu'est-ce qu'on en fait ? Si le téléphone est reconditionnable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop pourri, il va chez Emmaüs, Emmaüs le reconditionne, le remet en vente, et tout l'argent va pour Emmaüs International. C'est une opération vraiment pour aider Emmaüs. Et si le téléphone, comme ça arrive assez souvent, est cassé, et là, ça va dans une filière, dans des ateliers protégés, ce qu'on appelle des ateliers du bocage. C'est une association qui est dans les Deux-Sèvres, qui sont habilités à désosser les téléphones. Ils récupèrent les composants, les terres rares, le reste vend tri sélectif. Et l'argent récupéré avec la récupération de ces métaux rares est réinjecté dans l'association pour réemployer des personnes dans le système de réinsertion. Et j'espère bien que cette opération de recyclage, on va pouvoir la mettre en forme
dans les Côtes d'Armor à l'échelle des 350 communes. Donc c'est en discussion avec l'AMF, donc l'Association des maires de France du 22, avec le président Loïc Raoult et le directeur Frédéric Lemoulec. Et on espère pouvoir mettre ça en place au 2e semestre à grande échelle. Donc vous verrez, j'espère, bientôt dans vos mairies, peut-être dans vos écoles, des bacs de récupération de mobiles. Donc si c'est la filière Orange, donc vous savez maintenant à quoi serviront ces téléphones recyclés. Merci, voilà, c'était les actions RSE que je voulais discuter. Donc aller vers un numérique plus inclusif et plus responsable, durable. Tout à fait. Exactement. Un engagement, être durable localement. Et ben, c'est des valeurs qui parlent en effet bien à ADN Ouest aussi et aux adhérents de l'association. Donc c'est une belle illustration. Merci. On va retourner sur des sujets plutôt à l'intérieur de la DSI, notamment autour de la data avec Paul, qui va nous dire quelques mots sur comment on peut améliorer son efficacité grâce à la data. Oui, alors du coup, voilà, donc effectivement, donc moi en tant que DSI, dans mes nombreuses missions, on va dire, j'ai une mission qui est, pour laquelle j'ai un petit peu plus de, on va dire, d'impétence, qui est le domaine de la data. Et donc à ce titre-là, je rédige un certain nombre et je formalise un certain nombre de tableaux de bord pour la direction pour suivre un certain nombre d'indicateurs, créer des indicateurs et dans ces cas-là, enfin, essayer de mesurer la performance et de mesurer également aussi les choses qu'on peut améliorer dans certains cas et aussi les choses qui vont bien dans certaines autres, de manière à capitaliser un petit peu tout ça, parce qu'il faut avoir à l'esprit que Cosigou, c'est une société familiale qui a grossi en fait en rachetant entre guillemets, quand ils ont eu des opportunités, d'autres acteurs qui ont, pour le coup, dans certains cas, déposé le bilan ou dans certains autres, enfin, certains d'autres, comme aujourd'hui, on va certainement avoir aussi encore d'autres personnes à entre guillemets cesser leur activité parce que aujourd'hui on a avec un contexte Covid où là on risque d'avoir pas mal de gens qui sont arrivés au bout, qui n'auront pas leurs enfants, qui ont envie de reprendre, et on a un certain nombre d'indépendants grossistes en boissons en France qui seront peut-être qui auront envie de céder leur activité. Et nous, c'est vrai que Cosigou, on s'est construit autour de ça, on a réalisé un certain nombre de rachats. Et donc, c'est pas évident forcément quand on rachète une société, parce qu'on a des équipes en place, on a des prestataires en place. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin d'avoir assez vite des indices. Et en fait, ces indices, on va aller les chercher via de la donnée. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis venu avec 1 kilo de café pour illustrer un petit peu ça. Donc, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Mais par exemple, la société Coic, c'est une société aujourd'hui qui torréfie 550 tonnes de café par an. 550 tonnes, pour vous donner une idée, j'ai remis ça un petit peu au nombre de cafés qu'on peut faire avec 550 tonnes. Ça fait 71 500 millions, enfin ça fait 71 millions de café. On va dire si on consomme cette quantité-là globale sur une année, voilà, ça donne ça. Ça fait 200 000 cafés par jour, 8 000 par heure, 136 par minute. Et ça en fait 2 par seconde, enfin 2,5 par seconde, ce qui fait que dans une intervention de 9 minutes, on aura à peu près consommé 1200 cafés. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc ça, c'était pour le petit côté ludique des chiffres. On ne fait pas des indicateurs sur le nombre de cafés consommés. On fait des indicateurs peut-être des fois sur le nombre de bières consommées, parce que ça peut être aussi assez effarant dans des années où il n'y a pas de Covid et où il y a des festivals aussi. Donc voilà. Donc dans nos métiers, en fait, on a assez vite, en fait, très vite, on a l'info de ce qu'on vend, du CA généré, parce que ça, c'est des choses qui reviennent souvent, et en fait, c'est assez facile à mesurer, et ça va de soi. En fait, on a l'impression que plus on va performer au niveau du CA, mieux ça sera. Surtout dans les métiers de négoce, c'est assez simple. En fait, on achète, on revend. Donc finalement, ça va être notre marge, les indices. Quand on entre dans une activité comme chez Coic, on va avoir d'autres choses, on va avoir d'autres indicateurs, parce que là, pour le coup, on est sur de la production. Et donc, dans la production, il va y avoir beaucoup plus d'événements à venir à rentrer en ligne de compte. Donc,
Donc voilà, on sait facilement combien effectivement de tonnes on fait à l'année, ça c'est assez facile à mesurer. Par contre, combien me coûte combien me coûte un kilo de café à produire? Combien m'a coûté ce kilo de café? Parce que du coup j'ai mon emballage, j'ai le temps homme, combien les gens ont passé de temps à produire ce kilo de café, de l'emballage. Combien me coûte ma bobine? Sur tous les kilos de café, on va retrouver aussi des valves comme ça. Donc ça, c'est des valves de dégazage. Parce que le café, une fois qu'il a été torréfié, il va avoir tendance à rendre du CO2. Et donc si on ne pose pas ce genre de valve, on va avoir des kilos de café qui peuvent s'éventrer. Du coup, avant, les gens mettaient juste un petit trou d'aiguille dedans. Sauf que l'inconvénient du trou d'aiguille, c'est que du coup, il fait passer l'air et le gaz dans les deux sens. Et ça peut détériorer le produit qu'on souhaiterait consommer quand même le plus frais possible. Donc voilà, donc il y a des valves. On va avoir le coût du café vert qui est finalement qui a un cours. Aujourd'hui, le café vert, en fonction de sa rareté, de sa pureté, de sa qualité, on va avoir un cours. Et donc ça, voilà, on l'achète plusieurs, et on réserve des stocks plusieurs années à l'avance, donc c'est pas évident. Enfin, vraiment, le coût d'un kilo de café, c'est pas une information qu'on va sortir comme ça de son grand chapeau sans se pencher finalement d'une manière assez longue. Et après, voilà, on a l'étiquetage et on a aussi la perte en fait au moment où on torréfie un café vert. Il faut savoir qu'on va perdre un peu plus de 10% sous forme d'évaporation, puisqu'il y a un peu d'eau forcément de contenu dedans. Donc tout ça pour dire que qu'on a aujourd'hui dans nos activités plein d'indicateurs qu'on va appeler des KPI pour les habitués des termes un peu anglo-saxons. Et donc tous ces KPI, il va falloir venir les trouver. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui coulent de source. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Et aujourd'hui, quand je demande à un utilisateur, mais qu'est-ce que tu aimerais piloter au quotidien? Quels sont les indicateurs qui pour toi sont importants? Ils ont un peu de mal à les formaliser. Et donc, c'est pour ça que c'est important, et notamment dans des conditions comme celle-ci, où on a une activité un peu impactée, d'essayer de faire des tours de table et de voir quels sont les bons usages, quels sont finalement les choses qui sont importantes à vérifier, à contrôler, pour essayer d'avancer et de faire notre activité dans les meilleures conditions possibles, humainement, parce que c'est des sujets RSE aussi. L'humain est au cœur du projet et à un moment, on peut se rendre compte que dans certains secteurs, on a des personnes qui ont 3 fois plus de clients que d'autres. Pas tout à fait le cas, mais voilà, donc ça veut dire que ça nécessite aussi plus de travail et à un moment donné, ça veut dire qu'on a aussi des personnes qui sont plus surmenées que d'autres. Et en fait, la data dans l'entreprise, elle sert à ça, c'est-à-dire qu'elle va me servir aujourd'hui à mieux organiser l'humain et à éviter, peut-être même si l'erreur finalement est quand même importante, il faut quand même essayer de limiter les coups d'épée dans l'eau qu'on peut mettre. Parce que quand on est dans une activité un peu tendue, et on sait que cet été sera tendu, puisque on va avoir une activité qui va redémarrer d'un seul coup, avec des gens qui sont restés chez eux pendant un certain nombre de temps, et qui, du coup, vont repartir d'un coup. Et donc, cette activité, elle va être compliquée, et donc c'est important qu'on perde finalement le moins de temps sur des sujets qui ne devraient plus en être, finalement. Voilà. Donc la data, elle améliore la stratégie si tant est qu'on ait les bons indicateurs et qu'on ait les utilisateurs qui savent bien formaliser ces indicateurs. Donc dans quelques semaines, quand on retournera à nos terrasses et dans nos bars, on saura que la data est pilotée derrière et nous permet d'avoir la quantité suffisante pour passer des bonnes soirées, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est une bonne synthèse. Merci Paul. Donc on a eu 5 retours d'expérience sur différentes thématiques et il y a une dernière qu'on n'a pas eue qui est également le lien entreprise-école. Puisque les professionnels du numérique de demain, il faut bien les former. Et puis pour ça, on a besoin des écoles. Donc c'est Marie qui va nous en dire quelques mots. Marie, je te laisse la parole. Merci, je rapproche la table, j'ai des petits bras. Alors, passer la dernière, c'est riche parce que plein de choses ont été dites. Donc,
Moi, je travaille, je vous l'ai dit, donc pour l'Université de Rennes 1 et plus particulièrement au service de formation continue et d'alternance et pour 2 composantes qui sont donc basées à Lannion, l'IUT et l'ENSAT. Bon, quelques chiffres rapidement, ça représente 1200 étudiants, plus une vingtaine de doctorants. On parlait tout à l'heure des 30 ans d'ADN. Les IUT ont fêté leurs 50 ans il y a quelques années. Historiquement, ils ont été construits, pensés pour former les cadres intermédiaires de l'industrie et les techniciens supérieurs au moment où les entreprises avaient besoin de ces compétences-là. Donc c'est dans leur ADN d'être au plus proche des besoins des entreprises. Et j'ai envie de casser le code un peu de cette vision qu'on peut avoir de l'université de temps anciens. L'université, elle fait sa réforme, elle fait sa révolution aussi. Parce que... alors on a, avec ses qualités et ses défauts, mais je vais retenir des points forts qui sont la présence des enseignants-chercheurs. Anthony a expliqué ça superbement. Donc, les intervenants de ces composantes vont avoir une double compétence. Alors, soit ce sont des enseignants-chercheurs extrêmement pointus dans leurs travaux. On a des laboratoires de recherche importants qui sont associés à Rennes 1. Ou alors, ce sont des professionnels. Donc, des entreprises. On a un partenariat très fort. Peut-être que je vous solliciterai pour venir faire des vacations régulièrement, c'est mon job. Je dirais plus simplement que ce qui peut manquer parfois, c'est le lien. Le lien, et ça, c'est mon métier, de faire du lien entre ces mondes qui se connaissent bien, mais pas suffisamment toujours. Les points forts de l'enseignement à l'université, je reviendrai effectivement sur ce qui a été dit. C'est aussi donc des enseignements de qualité variés. Alors, on n'est pas dans des maths pour des maths. Ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai. Les enseignants disent, parfois certains me font rire, ils disent « Nous, on n'est pas là pour former des presse-boutons ». C'est-à-dire qu'on peut apprendre à réaliser une activité. Si on n'en a pas compris le fonctionnement, ça va être compliqué d'évoluer. Les entreprises, moi je suis un ancien chef d'entreprise, donc je connais bien ce métier-là, ont la responsabilité de l'employabilité de leurs salariés. Et donc il est super important d'apprendre des processus. Et apprendre les processus demande un minimum d'investissement. Alors pas dans de la théorie pour de la théorie, mais effectivement on parle de développement. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un algorithme à minima, ça va être compliqué derrière. Alors moi, on me l'a expliqué parce que je viens des sciences molles, donc je peux vous dire que j'ai eu énormément de mal à comprendre l'informatique, le numérique. Mais si effectivement on demande à un système si on appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui va se passer, il faut qu'il y ait plusieurs solutions. Ça, c'est de l'algorithme. Expliqué comme ça, c'est pas des maths pour des maths. Et les enseignements dans ces composantes, là, je prends les deux, l'IUT et l'ENSAT, vont être très riches et variés. On va retrouver ce que Yvonique disait tout à l'heure, de la gestion de projet, parce que les entreprises recherchent certes des compétences techniques, mais aussi des compétences à travailler en équipe, à porter des projets, à comprendre et à suivre un cahier des charges. C'est des choses qui n'ont pas été dites par moi, mais qu'Yvonique a très bien expliqué. Donc, on va retrouver des cours, des enseignements en communication. Il reste encore, la dichotomie cours magistral en amphi, oui, certes, mais de plus en plus des enseignements, et ça, c'est la particularité de l'IUT notamment, c'est plus 50% des enseignements sont faits sous la forme de TP, TD, en petits groupes, et ce sont justement des mises en situation pour apprendre aux étudiants à se tromper dans un cadre accompagné et pas vécu comme un échec pour en faire de futurs professionnels aguerris. Donc on va les préparer à faire par exemple des soutenances de projets, donc en groupe ou seul. Ça aussi, travailler en équipe, c'est un sacré challenge. Et apprendre à vulgariser mon projet. Moi, je suis dans mon projet, mais l'expliquer à l'autre, parce que le client, il n'a pas le même niveau technique. Donc tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des enseignements qui sont vraiment faits au sein des composantes dans lesquelles moi je travaille. J'ai oublié de vous parler un peu de contenu quand même. Donc effectivement, l'IUT de Lannion, c'est 5 départements. Alors il y a aussi un IUT à Saint-Brieuc d'ailleurs, mais plus sur des départements du tertiaire. Donc Lannion c'est aussi un territoire qui a une histoire forte au niveau des réseaux, des télécoms et aujourd'hui autour des nouvelles technologies. Je crois que c'est la ville qui a le plus grand nombre de start-up par habitant pour une ville de
moins de 100 000 habitants ou quelque chose comme ça. Donc ces nouvelles technologies sont extrêmement présentes. Donc nous, on va avoir des départements informatiques, alors avec du développement, d'applications web et mobiles, un département réseau et télécom, un nouveau département métier du multimédia et de l'Internet qui vient de s'ouvrir. Donc on est à l'ère du temps parce que le MMI, métier multimédia et de l'Internet, est vraiment au croisement de toutes ces technologies, mais aussi de l'information et de la communication. Réseau et télécom, je l'ai dit. Mesures physiques, bon, ça concerne un peu moins le numérique, encore que la photonique, les objets connectés. À la rentrée, une nouvelle licence professionnelle ouvre. Ils lui ont trouvé un petit nom sympathique, c'est la licence professionnelle CHIC, chaîne instrumentale connectée, parce que des objets connectés, il y en a dans l'agriculture, il y en a dans le quotidien, il y en a partout. Donc c'est encore une fois une marque de la capacité de l'université à évoluer, à rester proche des besoins des entreprises, tout en ayant à l'esprit que la diplomation, ça reste une sacrée porte d'entrée. Et du coup, moi, je suis venue avec Caroline, quand on a discuté d'amener un objet, on avait parlé d'une craie, j'ai réfléchi, j'ai amené une clé. Alors, j'ai amené une clé USB parce qu'on parle de numérique, je vais essayer de l'ouvrir. Une clé, pourquoi ? Parce que de mon point de vue, et moi, je suis un produit de la formation professionnelle et de la reconversion, parce que j'ai changé 3 fois de métier, la formation, c'est une clé pour l'insertion professionnelle. Et je la verrai comme ça, c'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, on ne fait pas des presse-boutons, mais on apprend à des individus à apprendre, à acquérir des compétences, certes, pas livresques, parce que voilà, il faut qu'elles soient utiles à l'entreprise, mais s'ils ont acquis ces compétences-là, ils auront les clés pour s'insérer professionnellement et pour faire évoluer leurs compétences également au fur et à mesure que le monde du travail évolue, que les technos évoluent. Apprendre un programme ou un logiciel, ça n'a pas de sens parce que demain, ce sera plus le même ou dans 6 mois. Mais par contre, apprendre des algorithmes, quelque part, ça va servir. Donc voilà, je voulais juste jeter un peu aux orties cette vision archaïque de l'université. Et puis dire que l'université embauche des gens comme moi aujourd'hui pour faire du lien entre les entreprises. Et donc, pour finir, ce qui nous permet de faire du lien, c'est vraiment l'adhésion dans les réseaux. Donc moi, je représente l'IUT l'ENSAT dans les réseaux. Alors plus sur le territoire de Lannion, parce qu'on est moins présent sur Saint-Brieuc. Et notamment, c'est ce qui amène aujourd'hui le partenariat avec ADN Ouest. Et je pense que ces rencontres-là, elles aideront tous ces univers à se rencontrer et à bien se comprendre. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Je pense que la boucle est bouclée. À Boucis, on a vu beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs d'activité. Le numérique est présent globalement dans tous, hein. Enfin, on a vu que c'était très, très varié ce soir, et pour autant, la transformation digitale s'opère de très très bien. Si vous avez des questions aux participants, je vous invite à les poser dans le module questions-réponses pour que je puisse les suivre à travers la tablette. Sinon, en parallèle, je vais proposer également aux participants qui sont chez eux devant leurs écrans d'indiquer sur le module chat ou converser en fonction du Zoom que vous utilisez, un thème ou un sujet que vous aimeriez voir dans un atelier ou un événement ADN Ouest dans quelques mois, enfin quelque chose que vous aimeriez bien voir. Donc, et je vais également le proposer aux intervenants qui sont autour de moi d'indiquer un sujet ou un thème que vous aimeriez bien voir au sein de l'association. Donc qui veut prendre la parole la prend et indique un mot ou un sujet ou deux. Qui commence ? Anthony ? Allez. Forcément une bonne idée ? Ok. Un des sujets qui pourrait être intéressant, c'est de ramener un peu, j'ai envie de dire, le bon vocabulaire au bon endroit en parlant de l'IoT. Et l'IoT, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout le monde s'imagine Internet of Things, mais c'est surtout, en fait, ce qu'a dit Marie, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, et notamment, en fait, de rebondir dessus, quand elle a utilisé le mot « process ». L'IoT, c'est quoi ? C'est la rencontre de deux mondes, en fait, l'IT et l'OT. Sauf qu'en réalité, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Dans le sens où l'IT, on le connaît, c'est, on va dire, allez, je vais vulgariser un petit peu les langages de niveau, la programmation orientée objet, c'est des process. Dans l'outil, il y a aussi des process, mais c'est surtout qu'on va parler de quelque chose d'un peu plus exotique qui est les réseaux SCADA,
qui, en fait, touche tous nos environnements. Ce sont les capteurs, ce sont les activateurs, avec derrière, en fait, des systèmes de supervision qui sont relativement complexes, qu'on peut, on va dire, transcrire derrière des outils comme Unity, Topkapi, PCView. Alors, c'est les outils qu'on utilise, en fait, dans notre environnement milieu industriel, nous, groupe Ledu, mais également, ça serait intéressant de croiser ces deux mondes avec des spécialistes, et puis aussi d'évoquer la data, en fait, la place de la data, à savoir que tout à l'heure, je parlais de transformer la data en information, l'information en connaissance, éventuellement la connaissance en sagesse. Merci Anthony. Donc un sujet autour de l'IoT. Un sujet autour de l'IoT. Je me permets une précision pour les participants. Si vous souhaitez indiquer les sujets ou thèmes, de bien indiquer à tous les participants et les panélistes. Sinon, je ne pourrai pas lire les commentaires sur la tablette avec moi. Est-ce que quelqu'un d'autre de ce côté-là souhaite... Evelyne ? Hop. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu moins technique, vous m'excuserez, moi je suis comme Marie, je ne suis pas issue du monde. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément, c'est le numérique et l'écologie. Et en fait, notre impact sur comment demain on va vers cette société de digitalisation, comment on amène avec nous tout le monde. Et parce que on a une réflexion d'une entreprise aussi d'insertion, mais plus sur le recyclage des PC, en fait, des PC informatiques. On souhaiterait mettre en œuvre dans les Côtes d'Armor. On a une petite expérience à travers une formation technicienne d'assistance où pendant quelques années, on a travaillé également avec Emmaüs pour remettre en service des PC. Alors c'est beaucoup moins fun que ce que vous avez abordé, mais moi c'est vraiment, on va vraiment vers la digitalisation du monde et il y a une partie de la société qui va rester à côté. Et cette partie-là, en tout cas, moi ça m'intéresserait qu'on partage cette réflexion, c'est comment amener avec nous l'ensemble de la population et pas les laisser à côté, parce que je vois que c'est un gros souci pour pas mal de personnes que nous rencontrons à l'AFPA. Voilà. Donc, ça rejoint les propos d'Erwan tout à l'heure sur l'inclusion numérique et le numérique responsable. Merci Evelyne. Donc, je vois qu'il y a un sujet qui a été proposé, c'est comment accompagner les nouveaux usages numériques en télétravail afin de gagner en efficience. Donc, ça revient à ce qu'a pu évoquer tout à l'heure Paul. Paul qui doit nous quitter, il a une contrainte personnelle. Donc, on le remercie pour son intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Yvonique, par exemple, un sujet, une idée? Non, pas forcément. Est-ce que, Erwan, tu aurais également... Je te rejoins complètement pour creuser ce sujet. Hein. Je serai 100% avec toi. Il y a du lien à faire, alors. Est-ce que, Marie, tu as une idée ou une thématique que tu aimerais bien voir abordée à la lecture de tes notes? Non, en fait, je vais... Prendre un micro. Oui, Marie. Le numérique et le télétravail, oui, effectivement, je rejoins ça. Alors, cette crise sanitaire nous a fait faire un grand bond en avant sur la FOAD. Et quand on regarde du côté des entreprises, il y a un sujet dont on n'a pas parlé peut-être, mais c'est l'accueil des alternants. L'alternance, c'est un vrai sujet aussi. Alors, comment on est confronté aujourd'hui avec des entreprises qui sont en difficulté financière parfois, ça a été dit, et avec un plan de relance de l'apprentissage qui rend absolument très peu coûteux le recrutement d'apprentis. Et pour autant, ces apprentis, il faut les accompagner. Souvent, ils peuvent être amenés à travailler à distance. Donc, oui, numérique et travail à distance. Pour autant, on voit des exemples de jeunes qui étaient en apprenti dans des métiers du numérique et qui ont maintenu en fait le développement de leurs compétences, qui ont réussi à continuer des missions à distanciel. Donc ça, je pense que dans les années qui viennent, ces questions-là vont émerger de nouveau. D'accord, merci. Il y a plusieurs sujets qui sont apparus entre-temps. Donc des sujets sur la transformation digitale et la transformation de la chaîne de valeur, de la valeur des entreprises. Quel tableau de bord
donc que ça rejoint les propos d'Anthony tout à l'heure, pour valoriser sa DSI auprès de son DG. Et puis Jean-Line dernière, avant de passer à la conclusion, comment accompagner toutes les entreprises et surtout les TPE et PME dans la transition numérique. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet, puisque quand on a en effet une entreprise de taille conséquente et qu'on a sa DSI, on a cette culture numérique-là. Quand on est une ESN, on a cette culture forcément numérique-là. Mais comment on fait pour embarquer aussi les TPE et les PME, pardon. Donc ça rejoint le volet inclusion numérique quelque part aussi. Donc je vous remercie pour ces différentes idées pour des prochains événements. Et je vais laisser la parole à Anthony pour nous faire une rapide conclusion sur les enjeux de demain, sur le numérique. Anthony. Allez, je vais conclure en 2 mots. Alors 2, ça suffira pas, surtout pour ceux qui me connaissent. C'est surtout pour rebondir sur l'humain. Sur l'humain, la fracture numérique, l'éloignement, mais de bien comprendre en fait l'origine. L'origine, c'est la loi de Moore. L'origine, c'est l'accélération en fait des technologies, l'accélération de la puissance. Et en fait, ça rejoint ce que tu viens de dire, Caroline, à savoir qu'en fait, plus certaines entreprises se sentent fragilisées, éloignées en fait de ce milieu numérique, de ce milieu digital, plus elles auront du mal à rattraper le wagon. Alors ça marche pour l'entreprise, mais ça marche aussi pour l'humain, en fait, malheureusement. Et là, pour le coup, on est obligé d'utiliser le mot malheureusement, parce que lorsqu'en fait, on a des jeunes qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un clavier, un OS, qui ne savent pas trop utiliser les nouvelles technologies, eh bien, en fait, ça montre et ça souligne le gap que l'on a à faire. Et ce gap, en fait, il est, et ça c'est important de le dire, à tous les niveaux de la société. Quand je dis à tous les niveaux de la société, quand on creuse certaines disciplines, allez, je prends l'extrême, les littéraires, les philosophes, etc. Bon, derrière un ordinateur, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas forcément ultra à l'aise, mais on sent déjà en fait le gap qui peut y avoir. Et le challenge de demain, en fait, ça va être d'embarquer tout le monde et de rattraper en fait ce gap et de pouvoir en fait faire comprendre progressivement les moyens qu'il faut y mettre, parce que si en fait on veut rattraper ce gap, en fait il faut y mettre les moyens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'était Donc un joli message en fait pour conclure sur l'inclusion dans le numérique de manière très très large pour le coup. Merci. Je vais rapidement vous présenter les prochains événements qui auront lieu dans les prochaines semaines au sein de l'association ADN Ouest. Donc vous les voyez à l'écran, vous avez des événements qui sont proposés autour de l'international, des événements avec les différentes communautés qui sont présentes au sein d'ADN Ouest. Si on passe à la slide d'après, vous verrez également d'autres événements autour de l'emploi et de la formation, ou bien de la RSE qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et enfin, sur la dernière diapositive, on peut voir d'autres événements autour de la cybersécurité ou bien encore de la transition numérique. Donc ça, globalement, balaye les différents sujets qui ont été évoqués ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi l'événement. Je vous invite à passer, à rentrer sur le code Klaxoon, le mot de passe qui est affiché à l'écran, pour évaluer cet événement, ce qui nous permet derrière de nous améliorer. On est en amélioration continue aussi au sein de l'association ADN Ouest. Donc vous allez sur Klaxoon, vous indiquez le mot de passe qui est indiqué à l'écran. Il y aura une seule question pour évaluer cet événement. Il me reste, moi, à vous remercier, donc vous, les intervenants, qui avez permis de rendre cet événement possible. Merci Evelyne pour l'accueil au sein de l'AFPA. Et puis merci à vous derrière vos écrans qui avez participé à ce webinaire. On espère, comme tout le monde, avoir l'occasion de refaire les événements en présentiel dans les prochaines semaines. Et puis on a eu l'explication par Paul tout à l'heure sur la convivialité qui permet d'être importante aussi au sein de l'association ADN Ouest. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée et je crois que quand on anime un plateau télé, on termine par « À vous les studios ».